d'être venu. Alors c'est un peu une expérience nouvelle pour nous d'organiser une conférence à la Trinité. C'était monsieur le maire qui nous l'avait demandé, qui malheureusement ne peut pas venir ce soir, puisqu'il est en quelque sorte requis par une réunion à la préfecture, à laquelle il n'a pas pu se dérober. Il est quand même représenté avantageusement par son adjointe à la culture, Madame Chantal Carrier, et qui est ici présente. Alors ce soir, je vous présente Madame Karine Deharbes, qui est docteur en droit et qui est maître de conférence d'histoire du droit et des institutions à l'université de Nice, et qui est spécialiste justement des structures administratives, si on peut dire, de l'ancien régime, enfin de l'époque moderne, avant 1789, mais là nous sommes juste à la charnière, au moment où tout change. Elle va donc nous parler de la création du département des Alpes-Maritimes, et à ce niveau-là, je suis, en tant que prof d'histoire, je suis particulièrement heureux qu'il y ait un élu, une municipalité qui, dans les Alpes-Maritimes, se rappelle qu'en 1793, il y a 230 ans, on a d'abord, 3 mois plus tôt, on a créé la République, et puis en janvier 1793, les Alpes-Maritimes ont été créées et ont été intégrées dans la République française. Et bien sûr, ça, c'est pas fait du jour au lendemain, ça a été la suite d'un long processus au cours duquel nous avons évoqué la date du 29 septembre, et justement, pourquoi un 29 septembre cette conférence a-t-elle lieu? Eh bien, c'est la question qui sera posée, et le gagnant ou la gagnante de la question aura droit à un magnifique objet d'art à la rentrée. Je laisse la parole maintenant à Madame Deharbes. Merci. Alors en même temps, la réponse à la question, je la donne dès ma première phrase. Donc, ça ne sera pas difficile de gagner. Donc, si vous permettez, je vais m'asseoir parce que j'ai fait une chute hier et j'ai mal au dos. Donc pardonnez-moi de ne pas rester debout. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me mette une petite chaise. Alors déjà, sachez que je suis absolument ravie d'être là. C'est la première fois que je m'arrête vraiment à la Trinité parce que moi, je suis plutôt sur Nice-Ouest. Donc c'est pas tout à fait à côté. La fac de droit étant à Nice-Ouest, donc j'ai rarement l'occasion de venir par ici. Et je suis ravie de découvrir cette localité et puis cette médiathèque qui est bien fournie et avec des gens charmants que ça me permet de rencontrer. Merci infiniment pour votre présence. Donc... je vais commencer immédiatement, si vous le voulez bien. Donc, la première création du département des Alpes-Maritimes, 1792-1793, parce qu'effectivement, il y en a eu une deuxième, vous le savez sans doute, elle aura lieu en 1860, après la deuxième réunion du comté à la France. Alors, pourquoi le 29 septembre 1792? Eh bien, justement, parce que c'est le jour où d'Anselme entre à Nice. Alors, d'Anselme est appuyé par l'escadre de Méditerranée du contre-amiral Truguet. Il entre à Nice ce jour-là sans coup férir. Véritablement, la cité sarde tombe entre les mains de l'armée française et qui attend derrière la frontière du Var depuis plusieurs semaines. Alors, les Niçois sont effrayés par la rumeur du rassemblement de milliers d'hommes prêts à investir le comté. Et les troupes piémontaises, commandées par le général Eugène de Courtenne, qui était un vieillard à l'époque de 77 ans, il s'était distingué durant la guerre de sécession d'Autriche. Les troupes ont fui depuis la veille. Donc elles ont livré ainsi la ville et ses habitants aux, je cite, les défenseurs de la liberté et de l'égalité. Alors, dès le 13 avril, a été créée l'armée du Midi, qui a été placée sous les ordres du lieutenant-général Montesquieu-Fezensac. D'Anselme, lui, est à Antibes. Il est chargé d'organiser la division du Var. La Convention nationale, donc le régime français, soupçonne Turin, dont les liens avec la famille royale française sont multiples, de pencher vers l'entente avec l'Autriche et la Prusse. Effectivement, les craintes de la Convention nationale se confirmeront lorsque Victor Amédée III déclare la guerre à la France le 23 juillet 1792. Il est sûr de son fait, dit-il. Il conclut un traité d'alliance avec l'Autriche dès le 22 septembre, le jour même où la Savoie d'ailleurs est occupée par les Français. Alors, au début, il faut bien reconnaître que les Niçois regardent ces événements plutôt d'assez loin. Localement,
rien ne justifie véritablement l'adhésion aux principes révolutionnaires. La tutelle centralisatrice de Turin est plutôt bien acceptée. Il y a une certaine souplesse sociale qui est assez naturelle. Même si l'économie niçoise est fragile, ce qui est indéniable, c'est quand même une fatalité coutumière sur laquelle on ne revient pas, on ne se pose pas de questions, on accepte le fait. Ce qui va entraîner la ville finalement dans l'engrenage politique et diplomatique, c'est l'émigration française. Dès 1789, c'est assez tôt, avant même que ça commence vraiment à sentir le roussi pour la noblesse française, on va dire. Dès 1789, environ 10 000 émigrés s'installent à Nice. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'allumer juste une lumière, parce que j'ai un petit peu de mal à lire mes notes. Merci beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup d'encre, donc du coup c'est un peu clair. Donc 10 000 émigrés s'installent à Nice et y entretiennent une agitation permanente. Ils vont favoriser la création d'un petit parti, pas très important, mais un petit parti révolutionnaire autour du consul de France, Le Sœur. Tout ça se fait évidemment sous le regard un peu agacé des autorités. Alors, rapidement, tous vont éprouver pour la Révolution française une certaine répulsion, sans doute par attachement. Ah, c'est pas possible de faire. C'est ou tout ou rien. Non, mais je vais vous chercher. Bon, alors sinon, c'est mieux sans. Parce que sinon, vous verrez moins bien les images. Bon. Par attachement à la religion, comme je le disais. Alors, il faut dire que depuis l'hiver 1789, c'est vrai que les émigrés ont répandu l'image terrible des révolutionnaires assoiffés de sang, etc. Et le ministre de la guerre Servan ordonne, dès le 16 septembre, d'attaquer le comté de Nice. Alors d'Anselme, qui est informé dès le 22, imagine depuis quelque temps que cet ordre finira par arriver. Et aussi, depuis quelques semaines, il fait courir des rumeurs de l'amassement de troupes au-delà de la frontière du Var, à peu près 40 000 soldats qui seraient en attente. Alors c'est une ruse, puisqu'en réalité c'est faux, il n'y a pas autant de soldats, mais la ruse fonctionne. Les troupes piémontaises stationnées dans le comté vont effectivement se replier sur Saorge, qui est réputée inexpugnable. Sauver les troupes et le Piémont. Alors, devant le repli militaire, les hommes, les femmes et les enfants prennent la fuite dans un mouvement de panique. Les fonctionnaires, les nobles, les prêtres, les émigrés, tous vraiment encombrent la route de Turin pour se cacher dans les villages avoisinants. À la tombée de la nuit, la ville est sans aucun défenseur. Des femmes même se répandent par les rues en criant « Voici les Français !» Et chacun abandonne sa demeure sans même prendre le temps de fermer les portes à clé. Alors évidemment, les pilleurs vont profiter de la situation pour se servir. Ils vont pénétrer dans les maisons au cri de « Vive la liberté !» et « À bas les aristos !» Ils s'emparent de tout ce qu'ils peuvent porter, ils rançonnent les derniers fuyards, ils attaquent la maison de la douane et vident la boulangerie municipale. Au matin du 29, d'Anselme traverse le Var à Gué. Il attend prudemment que ses courriers confirment quand même que les soldats piémontais sont partis, on ne sait jamais, il vaut mieux prendre ses précautions. Et il attend à la tête d'une petite colonie expéditionnaire, et puis il commence à s'avancer vers Nice. Pas nombreux, ils sont à peu près 3000 hommes. On voit ici sur ces images, donc voilà, j'ai oublié de vous mettre l'image. Si je fais un PowerPoint et que je ne mets pas les images, c'est un peu embêtant. Donc vous avez effectivement en orange le comté de Nice, la France en rouge, et puis de l'autre côté, le royaume du Piémont-Sardaigne. Avec les bornes frontières, on voit bien donc sur la gauche la croix de Savoie, et sur la droite la fleur de lys qui représente donc la monarchie française. Donc voici Jacques Bernard d'Anselme qui arrive donc avec ses troupes de l'autre côté du Var, et donc il attend. C'est parfait, merci beaucoup, merci infiniment. Donc il arrive de l'autre côté du Var et il attend. Et le voici qui s'avance donc justement vers le comté de Nice. Alors, à 500 pas de la ville, on le voit sur cette image, arrive donc à sa rencontre une délégation composée de différents notables niçois. Cette délégation est dirigée par l'évêque Valperga.
elle est venue supplier l'armée française de hâter sa marche pour mettre fin aux troubles qui se sont répandus lors de la première nuit suivant la fuite des soldats. Par la même occasion, d'ailleurs, elle lui remet les clés de la cité. Alors, d'Anselme, qui est un fervent républicain, accueille d'ailleurs l'évêque par des mots très secs, froid avec la religion. Il lui dit « Monsieur l'abbé, vous n'êtes pas ici à votre place, je vous déclare qu'il n'y fait pas bon pour vous. » Donc ça augure bien de la suite, déjà, qui va se produire. Bon, évidemment, d'Anselme s'engouffre dans la brèche et l'armée, reprenant sa marche, pénètre dans Nice vers à peu près 4 heures de l'après-midi. L'accueil citadin est plutôt favorable. Quelques habitants se sont même revêtus de tricolore, ils ont revêtu le drapeau français. Ils se pressent sur le passage des soldats en criant « Vive la nation française !» et « Ça ira, ça ira ». Les soldats investissent la place Victor, qui est aujourd'hui la place Garibaldi, absolument, effectivement, ils s'emparent d'autres endroits proches, le cours Saléa, la place Saint-Dominique notamment, où s'élève la caserne de Sarre, qui est pour l'heure désertée. Toutes les boutiques ont été fermées sur le passage des armées. D'un seul coup, l'armée s'empare de 3 places, du port, 214 pièces de canon ou de mortier, 5000 fusils, 1 million de cartouches, 2 bâtiments de guerre, un officier général qui était resté, 3 colonels et 300 hommes. d'Anselme, il est effaré par cette conquête sans presque, pas tout à fait, mais sans presque un coup de feu, comme il l'écrit les 29 et 30 septembre. Je cite, « La perte des ennemis est immense, et il ne manque rien de ce qui leur était nécessaire pour faire la plus vigoureuse défense. Je ne puis comprendre encore les raisons qui ont pu déterminer les troupes du roi de Sardaigne à abandonner si lâchement d'aussi grands moyens de défense et des postes aussi importants. C'est une terreur panique dont je profite. » Alors, pour faire les choses encore mieux, il va commencer par une démonstration de force destinée à mettre sa conquête en état de défense. On ne sait jamais, au cas où les troupes piémontaises décideraient de revenir, apprenant la réalité des faits, qui sont guère plus nombreux et qui décident de revenir. Donc, il va installer plusieurs canons sur la place de la République, des pièces sur la place Victoire, face à la route du Piémont. Également, des pièces sont établies sur le Mont Gros, 6 pièces. Au château, enfin sur la colline du château, une garnison de 350 hommes, avec 44 pièces d'artillerie, dont 20, on ne sait jamais, sont tournées vers la ville. Il gagne l'hôtel du gouvernement, il donne en quelques mots l'assurance aux notables qui l'attendent de ne commettre aucune violence à l'encontre des habitants. Et donc, les habitants s'en vont, ils rentrent chez eux, rassurés, heureux de voir que leurs biens ne sont pas en danger. Ils vont vite déchanter, quand même. À la nuit tombée, des soldats vont se répandre par les rues. Ils rencontrent les mêmes mauvais éléments qui, la veille, avaient déjà commencé à piller les maisons. Et ils vont se rejoindre. d'Anselme avait proclamé que les biens des fuyards étaient mis à la disposition de la nation. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, voilà, effectivement, et avec l'Église, ce qui s'est passé en France dès 1789, les biens sont mis à disposition de la nation. Donc les soldats en profitent, ils rejoignent les mauvais éléments, donc ils commencent à mettre en coupe réglée, vraiment, les maisons qui auraient notamment servi de logement aux émigrés. Donc les malles sont fouillés, les meubles sont démontés, fracturés, etc. Chacun se sert, sans égard pour les Niçois qui sont toujours là et qui essayent de protester. Les maisons des aristocrates locaux sont soumises aux mêmes déprédations. Les troubles se poursuivent le lendemain avec les mêmes scènes de pillage, les vols de maisons d'émigrés, d'ecclésiastiques, etc. Les papiers de l'intendance sont jetés par la fenêtre, les archives du comté sont partiellement détruites, etc. d'Anselme, qui est logé dans l'appartement du consul de France, place Saint-Dominique, va laisser faire, sans réelle volonté ou possibilité de raisonner la troupe. L'évêque Valperga est venu le supplier une nouvelle fois de mettre fin aux troubles, mais d'Anselme le renvoie, il lui demande même de quitter la ville. D'ailleurs, Valperga s'exécutera, il manquera d'être assassiné juste à la sortie de la ville. Les soldats français refusent de le laisser partir, il faut l'intervention d'un voisin qui arrive pour dire c'est l'évêque, d'Anselme lui a laissé le passage libre, etc. Donc il s'en sort de justesse, mais bon. Donc il faut attendre quelques jours pour que le calme revienne.
Alors, même à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va gérer la conquête, hein. On se pose la question. Toutes les autorités ont fui, il ne reste aucun représentant de la royauté sarde, il n'y a pas de municipalité, il n'y a plus de municipalité, donc il va falloir réorganiser les autorités civiles. Le comté et la ville ne peuvent pas rester sans répondant face aux autorités militaires. La motivation, bien sûr, c'est celle des futures réquisitions, évidemment, hein, parce qu'on ne va pas hésiter à se servir sur le dos de l'habitant. Alors, c'est l'autorité occupante qui va s'occuper de réorganiser cette administration civile. C'est chose faite le soir du 1er octobre à 9h. Sur la proposition de Paul Barras, que vous voyez ici, qui est à ce moment-là administrateur du Var et délégué par ce département pour veiller donc aux subsistances, donc l'approvisionnement en nourriture notamment, Paul Barras propose à d'Anselme d'établir une municipalité. Donc, sous l'époque de la domination sarde, la municipalité de Nice était organisée par par des lettres patentes du 4 septembre 1775. La ville était dirigée par un conseil de 21 membres pour un an et qui était séparé en 3 classes. Il y avait les nobles, les marchands et les négociants, et puis les artisans et les agriculteurs. Le premier conseiller de chaque classe portait le titre de consul. Le premier conseil a été nommé par le roi, et ensuite le renouvellement se fait par cooptation, par ordre d'ancienneté. Donc on avait quelque chose qui était quand même assez stable. Alors à cette stabilité du consulat vont se succéder des commissions municipales, plus ou moins éphémères, qui sont le résultat d'élections, de nominations, d'épurations, de mutations, etc., etc. Le premier maire va être choisi par d'Anselme, c'est l'ancien consul de France, Le Seur. Alors c'est assez logique que d'Anselme choisisse Le Seur. Il a besoin d'abord d'une part d'un homme sûr, qui est capable d'administrer la cité. Il faut aussi qu'il puisse répandre les idées révolutionnaires, hein, dans le creuset niçois. Également, Le Seur réside à Nice depuis plus de 30 ans. Donc il connaît bien l'endroit et les habitants. Alors il va il va effectuer sa tâche pendant quelques jours, mais il est déjà âgé, Le Seur, il a 67 ans à ce moment-là, et donc il est fatigué. Il se retire définitivement et il laisse la place à Ignace Giacobi, baron de Saint-Félicité, qui avait d'ailleurs renoncé à ses titres de noblesse devant d'Anselme pour prouver son attachement aux idéaux révolutionnaires. Giacobi est également avocat et professeur de droit. Dès le 1er octobre, d'Anselme va instituer un comité permanent de compétences plus générales qui place sous la présidence de Barras, assisté de Barrère, qui est un député de la Convention. Après quelques jours, ce comité prend le nom d'administration provisoire de la ville et du comté de Nice. Il exerce ses fonctions unies à la municipalité de Nice sous le nom de corps administratif réuni. Cette administration provisoire va commencer à fonctionner dès le lendemain à la maison commune. Elle se réunit à partir du 9 au premier étage de l'évêché que Barras, après en avoir pris possession, met à sa disposition. Alors il faut bien dire que la tâche n'est pas facile quand même, hein, parce que les fonctionnaires du gouvernement sarde ont emporté avec eux tout l'argent dont ils disposaient. Il ne reste rien pour les nouveaux habitants, donc ils sont bien embêtés. La situation est dramatique dans un pays en guerre, donc on a besoin d'une action d'urgence avec des décisions radicales en matière financière. Le comité permanent et la municipalité vont devoir assumer ces mesures radicales. Ça va être difficile. Bon, petit à petit, l'occupant s'installe et face aux voix qui s'élèvent contre l'origine militaire de cette première administration provisoire qui est illégalement nommée, on va essayer de faire les choses un peu plus légalement et de remplacer cette administration provisoire par une administration légalement élue, et qui sera elle aussi provisoire. Donc voilà, en gros, ma présentation se fera dans ces 2 temps-là. D'accord ? Évidemment, vous doutez que la transition sera difficile. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du département avant le département, l'action dans l'urgence de l'administration d'occupation, les corps administratifs réunis. Alors, comme on l'a vu, le comté est tombé presque sans combattre. Alors, il y a quand même une nuance d'importance à apporter.
parce que les Français ne contrôlent que le littoral. L'arrière-pays est toujours aux mains des Sardes et la lutte continue avec rage dans les montagnes. Alors d'Anselme y a envoyé un adjoint pour essayer de mettre de l'ordre. D'Anselme et son adjoint sont aux prises avec Charles-François Taon, comte de Revel, et de Saint-André qui est retranché sur Saorge et sur le massif de l'Étion, dont vous avez la carte ici. Donc vous vous situez à peu près. Enfin, sans doute vous connaissez bien mieux la région que moi. Également, il faut dire que le comté a souffert depuis quelques années. Les besoins de la population, à la fois civile et militaire, sont immenses. Barras et Barrère ont installé un tribunal pour suppléer l'ancien Sénat, ainsi que 3 justices de paix, tandis que la Société populaire de Grasse forme un comité révolutionnaire. Donc voilà les affiliations de la Société révolutionnaire de Grasse avec un exemple du registre des délibérations. Alors les besoins sont évidemment multipliés par la guerre. Les corps administratifs réunis doivent faire preuve d'imagination et parfois, il faut bien le dire, de bien peu de scrupules pour trouver des sous. Il faut bien dire aussi en plus que toutes les institutions sont dominées par des Français. Sur une quinzaine de membres, il y a à peu près 3 Niçois. Donc forcément, il faut bien prendre en main cette nouvelle administration. Alors, même avant l'invasion, la situation du comté ne brillait pas spécialement, très peu de structures industrielles. La conjoncture aussi ne lui a pas été favorable pour différentes raisons. La première raison, on peut en citer en gros 3. La première raison, c'est que au lieu d'importer, comme à Marseille, des matières premières que la ville ferait transformer sur place en produits finis, ce qui permettrait donc de favoriser le commerce, eh bien Nice achète à l'étranger des produits finis et des vivres. Donc ça, c'est désastreux pour l'économie générale du pays, qui fonctionne beaucoup grâce au port Olympia, avec le Montalban derrière. Alors en 1789, il existe 10 filatures à soie dans le comté, 13 tanneries à la chaux, donc je vous ai mis un exemple de tannerie en bas à gauche. Il y a 2 fabriques de papier commun, 2 parfumeries, en haut à droite. Il y a des fabriques de chandelles de suif, des fabriques de savon, 2 fabriques de tabac, des manufactures d'État qui traitent le tabac, qui est importé de France, qui vient aussi de Virginie d'ailleurs, des fabriques de pâtes alimentaires et des huileries. Alors toutes ces industries, si l'on peut dire, à elles seules, elles occupent à peu près une cinquantaine d'individus, donc c'est relativement restreint. Et ça, c'est un rapport de l'abbé Grégoire, c'est un personnage sur lequel je reviendrai plus tard, qui raconte. Donc c'est un témoignage de visu. Alors il y a la pêche aussi, effectivement. La pêche, c'est à peu près 200 pêcheurs, c'est à peine plus. Et puis surtout, à Nice, on pêche en vue des côtes qui sont malheureusement peu poissonneuses parce que le piratage est assez répandu en Méditerranée. Donc ça, c'est la première raison, situation économique, industrielle, si l'on peut dire, difficile. La deuxième raison, c'est un autre problème qui est posé par l'agriculture. Dans l'ensemble, les moyens employés sont assez archaïques. Les terres cultivables sont plutôt rares et difficiles d'accès. Bon, vous connaissez la conformité de la région, évidemment, en pente raide. On fait des cultures en restant. Les murs de pierre s'effondrent sans cesse, il faut tout le temps les refaire. Donc, comme c'est compliqué, il faut importer pour suppléer au manque, évidemment. Troisième raison, entre 1788, à partir de 1788-1789, on a une crise économique qui est due elle-même à plusieurs facteurs. Crise en raison d'abord de mauvaises récoltes. Entre 1789 et 1792, il faut savoir qu'on a des hivers très rigoureux avec des gels répétés. Ça, c'est récurrent. Donc, beaucoup d'oliviers, de citronniers ont gelé. Donc ça, c'est la première raison de ce troisième point. Ensuite, le contexte international est tendu, évidemment, en raison de la guerre européenne qui règne depuis avril 1792. Plusieurs maisons de commerce ont fait faillite, notamment la maison Vierne et Veillon dont je reparlerai ensuite. Il y a à peu près 200 employés au chômage, donc une misère qui augmente dans les milieux populaires. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, suite à la Révolution, on a une arrivée massive d'émigrés.
français pendant l'hiver 89-90. On les voit, ces émigrés là qui parlent entre eux. Alors, c'est vrai que Nice est souvent une étape pour beaucoup d'entre eux. Ils passent par l'Italie avant de remonter vers l'Autriche, l'Angleterre, etc. Mais il y en a certains qui restent. Par exemple, à la Fête-Dieu de 1792, il y a plus de 400 prêtres français et plus de 2000 nobles. Ça fait plus 22% d'habitants. C'est beaucoup quand même pour une ville qui compte au moment de l'invasion moins de 20 000 habitants. Donc en fait, c'est à peu près le quart de la population du comté. Alors au début, c'est vrai que c'est quand même une certaine prospérité économique, parce que ces nobles qui arrivent au début de la Révolution française, ils ont eu le temps de partir, de prendre leurs biens, ils ont de l'argent, donc au départ ils dépensent, effectivement, donc ça fait vivre le commerce. Mais ça ne dure qu'un temps. Et au bout d'un moment, avec tout ce monde, eh bien les ressources finissent par manquer. Surtout que la guerre continue dans le comté. Les combats, par exemple, la bataille de Gillette, qui a lieu un petit peu plus tard, le 19 octobre 1793. Comme je le disais, au mois de décembre 1792, les possessions françaises se trouvent au sud et à l'ouest de la ligne suivante: Monaco, La Turbie, Laguet, Peille, Payon, Comte, Châteauneuf, Tourette, et il y a 2 avancées jusqu'à l'Escarène et le Vence. Alors, ce qui va aussi être une vraie problématique, c'est l'arrivée de l'armée française, l'armée de terre, et c'est là que commencent les fameuses réquisitions dont je vous parlais déjà tout à l'heure. L'armée française, c'est plus d'un soldat pour 3 habitants, donc il va falloir les nourrir et les loger. Donc on va réquisitionner des logements, les églises, les couvents sont réquisitionnés, signés, etc. Les maisons particulières de Niçois absents, mais c'est encore insuffisant. Donc on va construire un camp militaire sur la colline du château dès le mois d'octobre. La circulaire explique qu'il est ordonné, je cite, à tous les corps constitués de se servir de tous leurs moyens pour faire construire sur le champ des baraques en planches sous 24 heures, et de forcer pour cela tous les charpentiers, menuisiers, etc. Pourtant, même cela sera très vite insuffisant, et donc il faudra encore envisager d'autres moyens. Alors, une fois que les hommes sont installés, eh ben, il faut leur donner aussi tout le nécessaire, jusqu'à la moitié du mois de décembre. Donc, des couvertures, des paillasses, des lits pour les blessés, des plats divers, les marmites, les gamelles, les cruches, etc., les matelas, les seaux, les meubles, de la voile, le fourrage pour les chevaux aussi, parce qu'ils arrivent avec leurs chevaux, évidemment. Bien sûr, les officiers ne s'oublient pas dans la répartition. D'Anselme, après avoir passé quelques jours dans l'appartement de Le Sœur, il s'installe rue Saint-François-de-Paul, dans la maison du comte de Neubourg. Il va y rester jusqu'au 25 décembre. D'Anselme reçoit du linge fin, de l'argenterie, qui sont gracieusement fournis par l'administration provisoire. Alors c'est vrai qu'il y a des reçus qui sont établis, remis tant de pièces d'argenterie, etc. En réalité, il faut savoir que, par exemple, la lingerie ne sera jamais rendue. On n'en verra jamais la couleur. Les combats continuent en montagne, et c'est difficile pour les soldats de Provence, ou même ceux qui sont venus de Languedoc, parce qu'ils ne sont pas habitués à l'altitude. L'armée française est extrêmement démunie, surtout que l'hiver 1792-1793 s'annonce très précoce. Dès le début du mois de décembre 92, des soldats meurent de froid vers Coarraze. Le nombre de blessés et de malades augmente chaque jour. Alors, beaucoup de communes limitrophes en accueillent le plus possible, mais les autres affluent à Nice. À peu près une centaine d'hospitalisations par jour, au plus fort des combats. L'hôpital Saint-Roch est vite débordé. On va installer un hôpital militaire vers la rue Saint-François-de-Paul, etc. Il faut là aussi fournir des lits, des paillasses, des draps, etc., etc. Autre problème, l'approvisionnement est problématique. La production locale est encore réduite par les opérations de guerre. Alors, dès le mois d'octobre, on va acheter tous les blés qui sont emmagasinés dans les bâtiments étrangers qui sont amarrés au port. Premier élément. Également, on va recenser toutes les subsistances en grains qui sont en ville, dans les magasins nationaux, chez les particuliers, etc. Alors, on arrive à récupérer à peu près 8000 quintaux, donc ça fait beaucoup. Malgré tout, c'est quand même pas suffisant.
La viande manque aussi, le poisson. On fait des demandes assez pressantes auprès de Gênes, qui est resté neutre depuis le mois de juin 1792. Le problème de Gênes, c'est qu'elle exige d'être payée en numéraire, en espèces. Elle refuse de prendre ce qu'on appelle les assignats. Les assignats sont les billets papier qui ont été établis dès la Révolution française, dès la nationalisation des biens du clergé. Ils sont gagés sur les biens du clergé et en fait, on crée des assignats autant qu'on a de biens nationaux à écouler. Les dépenses augmentent, 40 000 livres. Alors là commence à proprement parler une course à l'argent. Ça sera l'œuvre de Barras. Alors Barras va mettre en œuvre différentes choses. La première chose, c'est les régulations, un exemple d'assignat, la régulation du cours des assignats. 5 livres papier, l'exemplaire que je vous ai mis à l'image, 5 livres papier, on décide qu'il vaudra 3 livres d'issol métallique. On émet 450 000 livres d'assignats. Et surtout, ce qui est une mesure complémentaire nécessaire, c'est d'obliger les commerçants à les accepter. Parce qu'au départ, les commerçants, ils se disent « Mais moi, je ne veux pas de vos papiers qui ressemblent à rien, ça ne veut rien dire pour moi. Je préfère que vous me donniez de l'argent sonnant et trébuchant. » Surtout que les assignats, ça va se dévaloriser au fil du temps. Juste avant, au moment du directoire, quand c'est le directoire qui, donc à partir de 1795, qui procédera à l'assainissement financier de la France avant les grandes mesures par Napoléon Ier, il fallait une brouette pour aller acheter une baguette, vraiment au sens strict du terme. Donc les commerçants, ils n'en voulaient pas. Donc on va les obliger. Le problème, c'est que Barras, il a fait ça un petit peu à la va-vite. Il n'a pas reçu l'autorisation de la Convention pour émettre ses assignats, donc du coup, il va devoir stopper l'émission. Donc, il se retrouve toujours avec le même problème. Donc ça, c'est sa première mesure. La deuxième mesure, dès le mois d'octobre, c'est la vente aux enchères des tabacs du comté. Alors ça, c'est plutôt satisfaisant, ça va plutôt bien se vendre, parce que la population était plutôt réticente au monopole d'État. Donc quand elle arrive à acheter ces tabacs, ça se passe plutôt pas mal. C'est la même décision pour le sel qui est entreposé dans les locaux de la Gabelle. La Gabelle, l'impôt sur le sel, d'Ancien Régime, c'est applicable aussi dans le comté. Troisième mesure, dès le mois d'octobre, on va commencer à vendre les biens des émigrés français. Alors on fait un inventaire, et normalement, les biens des Niçois ensuite ne sont pas concernés. Seulement les émigrés, ceux qui ont fui la France et qui sont partis. Bon, en réalité, c'est trop compliqué, on va tout vendre sans distinction. Quatrième mesure, c'est la mise sous séquestre des biens des communautés religieuses. La plupart, elles ont déserté la ville, donc ça se fait, ça sans trop de difficultés. Ailleurs en France, il y aura parfois quelques agitations face aux saisies. Cinquième et dernière mesure générale, c'est l'ordre de remise par tous les trésoriers des communes du comté, par leurs fermiers, par tous leurs débiteurs, de toutes les sommes qu'ils ont en main et qu'ils doivent aux communes. Alors, par prudence, Barras maintient tous les impôts, les droits, les fermes du gouvernement sarde qui continuent d'être perçus, sauf la ferme de l'huile qui va être supprimée. Je rappelle que l'affermage, c'est le fait de confier aux particuliers la perception de l'impôt. Les fermiers font une grosse avance et ils se récupèrent, en fait, ils récupèrent l'argent avec une commission sur les particuliers. La régie, c'est l'administration directe par les agents du pouvoir. D'accord ? Alors, bon, le plus urgent est paré. Barras est plutôt content de lui. D'ailleurs, il l'écrit. Il est fier, dit-il, d'avoir, par des efforts incroyables, rétabli le bon ordre dans une ville qui avait été un foyer de contre-révolution. Mais évidemment, les demandes continuent. Barras, il est au pied du mur, il va emprunter. Il invite les citoyens à souscrire. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Tant pis, on va les inscrire de force, avec un montant prédéfini. Il y a des emprunts qui sont décidés par la Convention française. Là, je vous ai mis quelques exemples d'avis et de décrets d'emprunts forcés. Il faut savoir que les emprunts forcés, et tout au long de la Révolution, notamment essentiellement sous la Convention, mais également aussi sous le Directoire, il y en aura un certain nombre qui s'en prennent, malgré toutes les affirmations des révolutionnaires, parfois au capital, pas seulement au revenu.
La municipalité aussi, parfois, elle agit seule. Dès novembre, elle actionne tous ses débiteurs en justice. Alors là, évidemment, ils n'ont pas le choix, donc ils vont payer. À peu près 40 000 livres qui rentrent dans les caisses, qui vont être aussitôt engloutis dans les achats de blé. Donc la pression, aussi, il faut savoir qu'elle vient du pouvoir central français. Barras écrit au ministre de l'Intérieur, qui est Roland de la Platière, que voici. Vous pouvez lire sa petite histoire, une mort un peu tragique. Donc Barras écrit au ministre de l'Intérieur. Il a beaucoup de correspondance avec lui entre mars 92 et janvier 93. Mars 92, il était dans le Var, et jusqu'en janvier 93, donc au moment où on commence à s'inquiéter de créer un département dans les Alpes-Maritimes. Alors, Barras écrit, c'est le ministre de l'Intérieur qui écrit à Barras: « Je ne saurais trop vous recommander de vous occuper essentiellement de l'objet des finances. Il doit exciter toute votre sollicitude, de manière que par vos soins vigilants, la République puisse se trouver indemnisée des dépenses énormes qu'elle est obligée de faire pour soustraire les peuples aux chaînes du despotisme. » Parce que d'amener la liberté aux gens, ça coûte cher. Alors Barras, il va être appelé ailleurs, il va laisser la place à un citoyen Leclerc, qui est beaucoup moins connu. Mais dans l'ensemble, on a une population qui est assez mécontente. Évidemment, elle critique les désordres qui ont eu lieu lors de l'arrivée des Français, bien sûr. Attention, Barras n'est pas remis en question. Il n'est pas du tout remis en question, il est bien protégé à Paris. Ainsi en témoigne une lettre du ministre de l'Intérieur Roland, du 9 novembre, qui se flatte des excellents résultats obtenus. Je cite: « J'ai reçu votre lettre. J'y ai vu avec un bien véritable contentement que le zèle et le patriotisme éclairé qui vous animent ont eu un succès aussi rapide que bien mérité. Il est bien satisfaisant pour vous d'avoir fait régner parmi les citoyens de cette ville le calme et le bonheur. C'est le fruit des sages mesures que vous avez su prendre, avec cette justesse de discernement qui annonce tout à la fois le législateur et le parfait administrateur. Une conduite aussi prudente ne peut qu'inspirer une véritable confiance et un respect réel pour le gouvernement français. Je ne puis que vous inviter à continuer d'agir avec autant de sagesse que vous l'avez fait jusqu'alors. » Alors, ces félicitations de Roland à Barras, c'est très drôle. Lorsque l'on sait que Barras devra revenir après le mois de décembre 1793 comme commissaire député de la Convention nationale près de l'armée d'Italie, il doit revenir à Nice, et ce retour suscite chez les citoyens niçois qui supplient vraiment la Convention française de ne pas lui renvoyer, je cite, ce terrible fléau, persécuteur des familles, perturbateur du repos public, dilapidateur de nos temples, qui a commis en son particulier et en qualité de président de l'administration provisoire des concussions et des extorsions criminelles. Donc on voit la différence de discours d'un côté et de l'autre. C'est pas tout à fait la même version. Bon. Quoi qu'il en soit, Barras, il est trop bien protégé, donc on ne s'en prend pas à lui. Celui qui va être visé, c'est d'Anselme. Alors, Blanqui et Veillon, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, ils ont dénoncé à la Convention les pillages dont ont été victimes les Niçois. Le général va être démis le 12 décembre par la commission d'enquête qui a été nommée pour instruire des faits en novembre. Alors, cette commission comprend 3 personnes, des députés, des conventionnels comme on les appelle, qui donc vont mener l'enquête, etc. Alors, ils reviennent sans cesse à la charge, notamment Blanqui et Veillon reviennent à la charge contre d'Anselme, sous prétexte d'éclaircissement. Ils disent qu'il fournit à la Convention des renseignements tendancieux, inexacts, etc. Entre-temps, on s'interroge sur le devenir du pays niçois. Alors, la situation est difficile parce que les directives nationales françaises, elles sont difficilement compatibles avec les réalités du territoire. Les Niçois, en fait, ils connaissent de la France uniquement ce que les esprits éclairés, l'élite est arrivée et a amené avec elle. Du jour au lendemain, on introduit les élections municipales, on renouvelle la structure sociale des conseils, les droits féodaux sont supprimés, la population est désarçonnée par la nouvelle dépendance ecclésiastique qui dépend maintenant plus de l'État, avec la constitution civile du clergé de 1792. Et en plus, les Niçois savent qu'ils vont être soumis au système d'imposition français qui est plus lourd. On paye historiquement plus lourd en France que dans le comté de Nice. Donc évidemment, ils ne sont pas très satisfaits. Alors,
La municipalité provisoire, qui avait été donc dirigée par Giacobbi, sous la pression du comité révolutionnaire grassois, dès le mois de novembre a délégué à Paris donc les citoyens Jean-Dominique Blanqui et Isaac Veillon, qui sont membres de la commission municipale, et, je cite, recommandables par leur patriotisme pour demander la réunion du comté à la France. Donc voilà la séance des corps administratifs réunis qui demande la réunion du comté de Nice à la République française. Cette demande date du 21 octobre, elle a été rédigée avant et ensuite il l'emmène au mois de novembre à la Convention. Alors Jean-Dominique Blanqui, il est né ici, donc à la Trinité, il a été baptisé à Drape en 1757. Il était manufacturier en cuir, c'était également un homme de lettres, hein, très érudit en mathématiques, en physique avant la Révolution. Il est parfois aussi présenté comme homme de loi, puisque c'est un gestionnaire. Il a une très bonne éducation, il parle avec facilité, donc il n'est pas étonnant qu'il soit choisi pour être député à Paris. Pour ce qui concerne Veillon, Gabriel Isaac, il est moins connu. Déjà, il n'est pas français, ni même niçois, il est né en Suisse en 1733 et il est protestant. Il est venu à Nice, alors on ne sait pas très bien quand. Il s'associe avec un commerçant d'origine nîmoise, ils font du commerce maritime, il s'appelle David Vierne, dont il épouse d'ailleurs la fille Élisabeth en 1773. Il s'occupe ensuite d'opérations bancaires, d'une manufacture de corail. C'est une des maisons les plus importantes de Nice jusqu'au moment où ils vont faire faillite en 1788. Mais ils vont quand même parvenir à conserver leur activité. Alors Veillon, il est favorable à la Révolution. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Révolution reconnaît la liberté de culte. Lui, il est protestant. Hein, donc c'est un bon point pour lui. Et pour Blanqui, c'était logique de le désigner comme député, mais pour Veillon, finalement, quel intérêt pour lui à part ça? Eh bien, les raisons sont à la fois des raisons d'idéalisme et très pragmatiques, très prosaïques. D'abord, il est citoyen niçois, il est estimé de ses contemporains, et aussi, surtout, voilà la raison prosaïque, il est suffisamment riche pour avancer les frais du voyage à lui et Blanqui. Donc c'est lui qui va payer pour les deux. Alors à Paris, ils sont admis à la barre de la Convention le 4 novembre, donc ils expriment avec beaucoup d'ardeur, surtout Blanqui. C'est lui qui fait essentiellement le discours, Veillon ajoutera quelques mots à la suite. Donc ils expriment le vœu des Niçois, nous voulons être français. Le président, héros de Seychelles, leur répond en termes chaleureux, leur donne le baiser fraternel, etc. La Convention, sur le conseil de Barère, qui est un député conventionnel, exige que la population soit consultée. Voilà le premier vœu d'annexion du comté de Nice à la France. Donc il exige que la population soit consultée. Entre-temps, à la même période, novembre-décembre, ont lieu les élections municipales. Décembre 1792, alors c'est assez agité, hein, le contexte est vraiment agité. Il y a des bagarres conduites par des royalistes qui entraînent la nécessité de reporter les élections de quelques jours. Et ensuite, lorsqu'on les réorganise, elles vont être encadrées par l'armée. Finalement, les élections municipales, la municipalité de Giacobbi cède la place au parti plus favorable à l'annexion, qui est conduit par Jean-Alexandre Poliani, qui est avocat, et puis il y a des républicains convaincus, dont évidemment Blanqui, mais aussi Ruffin-Massin, etc. Blanqui, il multiplie les efforts pour conseiller ses compatriotes sur la marche à suivre. Alors Blanqui et Veillon, en attendant, restent à Paris. Ils vont se rapprocher des Girondins, je signale pour la suite de sa carrière, c'est important. Ils vont se rapprocher des Girondins. Blanqui visait déjà certainement sa future carrière de député des Alpes-Maritimes. Ça le gêne pas de ne pas prendre contact avec ses électeurs, il reste à Paris. Alors pendant ce temps, donc pour détailler un petit peu plus sur les élections locales, on va convoquer les assemblées primaires des communautés, mais la consultation électorale est plutôt décevante. En fait, ce sont les anciens conseils ordinaires ou les assemblées de chefs de famille qui vont s'y substituer. Seulement 16 communautés du comté vont se prononcer, vont voter la réunion à la France, et certaines même avec des réserves. Une deuxième consultation, donc dans de meilleures conditions, comme je le disais, a lieu en décembre 1792.
même s'il y a quand même des difficultés là aussi. Hein. Les convocations ne sont pas remises par les messagers, les votants ne sont pas suffisants, l'organisation des nouvelles assemblées primaires est problématique, etc. etc. Finalement, 27 communes, dont Nice, se prononcent pour la réunion et la plupart renvoient des délégués à l'Assemblée des électeurs du second degré. Alors cette assemblée tient sa première séance à Nice dans la chapelle du Saint-Suaire le 4 janvier 1793. Elle s'érige en Convention nationale des colons marseillais représentant le peuple souverain. Alors par ce nom, en fait, les électeurs niçois rappellent que Nice était une colonie grecque de Marseille. C'est une volonté d'accentuer son caractère provençal. Donc, vous voyez, en fait, on est des Français anciens. Alors, les 3 commissaires de la Convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, Collot d'Herbois notamment, etc., quittent Nice au début du mois de janvier 93. D'après eux, tout paraît rentrer sous l'empire des lois, ainsi qu'ils le présentent à la Convention. La source démontre d'ailleurs les avantages de l'extension du territoire français, amené ainsi à ses frontières naturelles, puisqu'effectivement maintenant c'est délimité par les Alpes. Alors la Convention française est enthousiaste, d'autant plus que quelques jours après, Blanqui et Veillon ont présenté à la Convention les résultats de la deuxième consultation de décembre. Alors ils n'ont pas dit 27 communes, hein. Non, c'est le vœu unanime des habitants du comté. La Convention évidemment s'empare de la question. À l'unanimité, celle-ci clame le 31 janvier, je cite, « La Convention nationale accepte le vœu librement émis par le peuple souverain du ci-devant comté de Nice dans ses assemblées primaires et décrète en conséquence que le ci-devant comté de Nice fait partie intégrante de la République française. » Alors apparemment, Blanqui et Veillon n'assistent pas à cette séance extraordinaire. Ils sont convoqués en fait le lendemain, le 1er février, à la barre de la Convention pour témoigner leur reconnaissance et celle des Niçois. Alors la nouvelle est connue à Nice dès le 7 février 1793. Veillon rentre à ce moment-là. Alors, comme je l'ai dit, la municipalité a changé. Hein, c'est maintenant la branche annexionniste qui a gagné avec Poliani. Il faut bien dire que la population niçoise, elle est un petit peu dépassée par ces événements. Elle ne ressent pas vraiment les soubresauts de la résistance dans les Hautes-Vallées qui sont trop éloignées. Veillon se voit exclu de la nouvelle municipalité. Ils ont été élus en son absence. Il n'était pas là. Les absents ont toujours tort, hein, toujours pareil. En fait, en gros, sa carrière politique, elle va être terminée. Il n'apparaîtra plus dans aucun corps administratif. Alors, il continuera quand même à collaborer. Il sera, par exemple, nommé président du comité des subsistances. Donc, il continue à collaborer avec la municipalité, mais il ne tient pas de mandat véritablement. D'ailleurs, après l'effondrement de ses affaires, il rentrera en Suisse sous le Directoire et il meurt assez tardivement dans le canton de Vaud où il s'est installé. Alors, en ce qui concerne le département, on va essayer de calquer le modèle de l'organisation départementale française. Je rappelle que la France est organisée administrativement par 2 lois, notamment une grande loi municipale de 1789, CEMI 14 décembre 1789, ça sera en vigueur à partir de 1790. Donc la France est divisée en 83 départements initialement, donc un de plus avec le comté niçois, puis il y en aura d'autres avec toutes les annexions liées aux conquêtes. À l'intérieur de chaque département, il y a un conseil général qui est l'organe délibératif et un directoire qui est l'organe exécutif, qui est une émanation de l'Assemblée, du conseil général. Donc on fait la même chose dans le département des Alpes-Maritimes. Donc on a un directoire restreint, le DCM, le directoire des colons marseillais, hein, pour rappeler le nom, qui est composé de 9 membres et d'un procureur syndic qui sont élus donc, par la Convention nationale niçoise. Il y a un conseil administratif. Donc on voit effectivement que la légalité est revenue sur la scène politique niçoise. On peut se dire, cette fois c'est bon, l'administration provisoire n'a plus qu'à disparaître. Bon, en réalité, elle va rester en place encore un petit moment, parce qu'elle va être chargée de continuer la vente de certains biens confisqués, notamment ceux des émigrés français. Mais la transition entre l'administration illégalement nommée et l'administration légalement élue, elle va être très difficile. C'est ce que je vais voir maintenant dans une deuxième partie de mon propos. La normalisation avec l'administration élue, le directoire des colons marseillais. Alors le DCM, il ouvre sa séance inaugurale le 12 janvier. Sa première décision, c'est de nommer 2 commissions. La première, elle a pour mission d'examiner tous les papiers qui doivent lui être remis par l'administration provisoire précédente.
Chaque commission comprend 2 membres du DCM et 2 adjoints qui sont pris dans le conseil. En réalité, le ton va être très vite donné, parce que dès la première injonction qui est faite à l'ancienne administration provisoire de venir remettre ses papiers, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse, l'ancienne administration résiste. Alors elle a peut-être des raisons. Au mois de janvier 1793, le député de Levens à la Convention nationale des colons marseillais, qui s'appelle Victor Tiranti, qui est également membre de la Société populaire qui est formée à Nice dès les premiers jours de l'occupation, il a tenu contre elle des propos très violents, voire diffamatoires, déclarant qu'on a pris des objets précieux dans les églises, dans les maisons des nobles, et qu'en tout, ont été volés 250 000 livres. Il accuse l'administration provisoire d'avoir agi en propriétaire plutôt qu'en gardienne de ses biens. Je cite, « Nous avons vu tous les jours, à toute heure, courir Paul Barras et toute cette caste de louveteaux affamés, de la maison d'un émigré français à celle d'un fuyard niçois indistinctement, de là fouiller jusque dans les tombeaux de nos églises. Tout ce qui concernait l'or et l'argent, pierreries et autres bijoux précieux, a été transporté dans le palais épiscopal dont ils ont formé un repère pour y entasser toutes leurs rapines. N'avons-nous pas vu encore tous les satellites et émissaires courir par nos campagnes et dévaster les maisons des fuyards, piller les chapelles et visiter jusque les sépultures ?» Sérieuse accusation quand même. Il estime en gros à peu près à 15 millions les sommes ainsi escroquées, et demande l'arrestation de ces soi-disant administrateurs jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur compte. Il veut même écrire à la Convention nationale de France pour remettre en arrestation Barras. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent depuis octobre sur la manière dont les administrateurs du comté ont pris soin des biens de la nation. Et même donc l'abbé Grégoire, que voici, s'est élevé contre les méthodes employées à Nice. Donc, cette tirade dont je ne vous la lis pas, vous pouvez la lire. L'abbé Grégoire, c'est un personnage, je fais une petite parenthèse, c'est un personnage extrêmement important, bon, évidemment pour le département, mais aussi d'un point de vue général sur le plan national. C'est le personnage qui va lancer la politique de conservation du patrimoine. C'est lui d'ailleurs qui va créer le terme de vandalisme. Sous la Révolution française, à partir de la République, on va vandaliser les églises, etc., pour détruire tous les symboles de l'Ancien Régime et détruire tout ce qui concernait la religion, porter atteinte à la superstition, au fanatisme, etc. Et donc, c'est l'abbé Grégoire qui va tirer la sonnette d'alarme pour dire « Mais non, il faut conserver ce patrimoine pour pouvoir le léguer aux générations futures. » Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Grégoire explique qu'il faut arrêter ces pillages. Cette tirade est sans aucun effet et personne n'est arrêté. Et c'est vrai que, du coup, comme les autorités nationales ne disent rien, l'administration provisoire, elle va, le 21 janvier, consentir, daigner, émettre le rapport général de ses actes, où elle se félicite de l'action réalisée. On a vraiment bien travaillé. Donc, elle se félicite de l'action réalisée. Elle énonce une dépense d'un peu plus de 13 000 livres en 3 mois. Évidemment, elle ne fournit aucune pièce justificative. Le 24 janvier, le directoire des colons marseillais réclame aussi les pièces comptables relatives à la vente des tabacs, tout ce que les adjudicataires ont encore à verser pour le premier et le second paiement. Alors ça, c'est important parce que le DCM manque de trésorerie, beaucoup. Ces réticences de l'ancienne administration, elles arrivent aux oreilles de l'administration parisienne. Le ministre de l'Intérieur la réprimande, lui rappelant que les documents des institutions ne doivent pas rester entre les mains des administrateurs remplacés. Alors, comme quoi, quand on voit les élections américaines il n'y a pas si longtemps, on voit que les choses se perpétuent. Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, le DCM reconnaît que, bon, comme on ne peut pas juger sur pièce, on ne peut pas établir de décret d'arrestation contre les administrateurs provisoires. Effectivement, aucun délit n'a vraiment été établi à leur encontre. Donc, il fait quand même défense, par précaution, à ses membres de quitter Nice et son territoire, jusqu'à ce qu'ils aient remis un inventaire détaillé de tous les biens et immeubles appartenant au fisc. Également, il impose aux anciens administrateurs de conserver les fonds qu'ils ont en caisse pour pouvoir les employer à l'achat de blé qui fait cruellement défaut.
Bon, finalement, au mois de février, il en a vraiment assez. Donc, il décide de prendre un arrêté par lequel il déclare s'emparer de son actif. Mais c'est seulement le 28 février, donc un mois quand même après que le comté ait été uni à la France, que l'administration provisoire remet son reliquat. Alors après examen des comptes, assez minutieux, le bilan est là, plus de 80 000 livres qui ont été détournés. Les églises aussi ont été pillées, l'image d'une église pillée. La conclusion est triste, effectivement. Le nom de Barras, encore une fois, n'est toujours pas prononcé. Donc, quoi qu'il en soit, le DCM, même s'il a toutes les pièces, il est maintenant confronté aux mêmes difficultés financières que les corps administratifs réunis. Donc à son tour, il va devoir trouver les sous nécessaires. L'une de ses premières décisions concerne les biens des émigrés. Dès sa séance d'ouverture en janvier, la Convention nationale des colons marseillais décide de suspendre la vente des objets saisis chez les émigrés français, dont les biens sont mis en vente dès ce jour. Voici un exemple de mise sous séquestre des meubles des émigrés français. On ne peut pas assimiler les fugitifs niçois aux émigrés français tant que le comté n'avait pas été réuni à la France. Ils n'étaient pas niçois. Il ne faut pas les confondre avec des niçois qui seraient partis dans leur famille pour raison particulière, un décès, pour affaire, un procès, etc. Et qui, ils sont loin, mince, le comté est envahi. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent loin. Ils ne vont pas aller se jeter dans la gueule du loup. Mais donc on ne peut pas les assimiler aux émigrés français. Donc juridiquement, c'est important. On va vite trancher la question. La Convention nationale des colons marseillais décide d'accorder aux fuyards, même aux niçois donc, un délai de 4 mois pour rentrer, qu'elle va très vite réduire à 2 mois. Sinon, ils seront considérés comme des émigrés fuyants, ce qui permettra évidemment de mettre la main sur leurs biens, s'ils ne rentrent pas à temps. Le 4 février 1793, enfin, le département des Alpes-Maritimes est créé. Donc son territoire recouvre le comté de Nice, y compris Dolce-Acqua, la principauté de Monaco également, qui est annexée le 14 février. Les Hautes-Vallées restent pour l'instant inaccessibles. Les combats se poursuivent encore pendant de longs mois. Vous avez tous bien évidemment entendu parler des Barbets, ces fameux résistants niçois qui opèrent derrière les lignes ennemies à partir de l'hiver 1792-93. Donc ils assaillent les postes, les soldats isolés, ils pillent les magasins, ils soldent, ils tuent les officiers. On a tous l'image du saut des Français vers d'Uranus. Alors a priori, il n'y aurait pas eu tant de Français que ça. Il y a eu quelques-uns qui ont été jetés. Mais voilà, saute pour la République. Qui ne saute pas n'est pas français. Ils n'étaient quand même pas très enthousiastes. Quand on voit celui-ci, c'est vrai que c'est vertigineux. Quand on se penche par-dessus la rambarde, c'est vraiment... Ah oui, il n'y a pas de retour, effectivement. Donc ça continue, ça continue. Finalement, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Merci d'être venu jusque-là. Bon, ils vont être arrêtés, capturés, parfois sur dénonciation d'ailleurs par d'autres Niçois. Ils sont fusillés sans procès à partir de là. Et puis finalement, la paix est conclue donc, par Victor Amédée III le 15 mai 1796. Donc Victor Amédée cède le comté aux Français. Donc à partir de là, les Barbets se résignent à faire simplement du brigandage. Alors dès ce moment-là, il n'y a plus d'occupation du territoire puisqu'il est devenu français. Mais les institutions provisoires restent en place en attendant que les commissaires de la Convention nationale de France, qui sont l'abbé Grégoire, dont je parlais tout à l'heure, et Grégoire-Marie Jagot, qui sont arrivés à Nice le 1er mars, organisent le nouveau département. Donc, le directoire des colons marseillais va poursuivre son activité. Alors, pour se procurer le numéraire nécessaire, il va faire fondre les métaux précieux dont il dispose déjà. On fait des inventaires. Je vous ai mis... Alors, je n'ai pas trouvé d'inventaire niçois. Donc je vous ai mis un exemplaire d'inventaire breton, mais c'est la même chose, c'est le même modèle, puisqu'ils étaient tous à peu près construits sur le même schéma. Toute l'argenterie contenue dans les différents appartements, etc., les maisons des Niçois en fuite. L'autre difficulté qui subsiste, c'est toujours l'approvisionnement en blé. Le DCM n'a pas de ressources, donc il en appelle à la solidarité de la Convention nationale de France, au bon cœur du département voisin du Var, sans grand succès. Donc finalement, le 27 février, il demande
à l'armée le remboursement de au moins une partie des sommes qui lui ont été avancées depuis l'entrée à Nice. Et puis finalement, au mois de mars, il envoie aux communes une demande de précision quant au montant des contributions qu'elles doivent payer en 1793 et tout le genre d'imposition qu'elles doivent payer pour paiement de ce dû. Et là, on voit qu'il fait preuve d'autorité. Mais la municipalité elle-même, elle est vraiment aux abois. Elle en arrive à des mesures extrêmes. Je prends juste cet exemple qui est exprimé dans une lettre au directoire des colons marseillais le 20 janvier, dans laquelle elle lui demande de pouvoir emprunter 100 louis d'or en espèces qui avaient jusque-là été réservés pour le soutien aux orphelins. Donc on en vient à arracher, au sens propre du terme, le pain de la bouche des orphelins. Le DCM, lui, ne s'embarrasse pas de scrupules, il dit « Ok, ce sera toujours ça de moi dont j'aurai à m'occuper ». Voilà, après ces grandes difficultés, s'achève la mission des administrateurs provisoires illégaux, puis légaux. Le nouveau département, dont les institutions sont installées en mai, il est divisé en 3 districts. Donc, vous avez à gauche la carte des départements français, donc en 1790, au moment où ils sont institués par la loi du 14 décembre 1790. Donc, vous avez les 3 districts et les cantons à l'intérieur. En bleu, donc Puget-Théniers, en vert Nice, et puis en mauve, le district de Menton. Donc 3 districts, 19 cantons. La lutte politique, elle est assez rude pour leur domination. Il y a toujours les 2 mêmes partis, les modérés, comme Poliani, maire de Nice, et puis les plus radicaux, les jacobins, comme Tiranti ou Gastaut, qui sont maîtres des institutions départementales. Les finances restent exsangues, rien n'est résolu, le ravitaillement irrégulier, l'ordre public inexistant. Donc évidemment, dans ce contexte, ça sera très difficile de mettre en œuvre la législation française, la législation nouvelle. Les anciens sardes, par exemple, refusent les assignats. Les biens nationaux font l'objet de trafics assez innombrables. Les mesures politiques contre les émigrés et le clergé n'ont absolument aucun effet. La francisation par l'enseignement reste très limitée. Et les élites qui n'ont pas fui en Piémont refusent de collaborer. La déchristianisation elle-même est un échec. Les autorités françaises craignent de s'aliéner les Niçois qui sont réputés fervents catholiques. Donc finalement, il y a une résistance passive de la population. Bon, quoi qu'il en soit, les élections envoient à la Convention les députés Blanqui, Dabray et Ruffin-Massa qui sont élus en mai 1793. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les 3 suivent à peu près le même parcours politique. Après l'installation du département, Blanqui poursuivra sa carrière avec quelques aléas. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est partisan des Girondins. C'est les républicains les plus modérés face aux montagnards, qu'on appelle les montagnards parce qu'ils étaient assis en haut, effectivement, de la Convention. Donc, Blanqui va signer la protestation du 6 juin 1793 contre la journée du 31 mai 1793. En fait, le 31 mai et le 2 juin 1793, il y a des tentatives d'arrestation des Girondins, notamment là ils sont pris à partie par le personnage que vous voyez à droite qui s'appelle François Henriot. Les Girondins, au mois de juin 1793, quand ils voient que ça commence à tourner au vinaigre pour eux, qu'ils sont en but à l'hostilité des plus radicaux de la République française, ils commencent à essayer de sortir. Et François Henriot, qui était le commandant de la garde nationale, va tourner les canons contre eux. Et en donnant l'ordre aux soldats de maintenir les mèches allumées au-dessus des mèches, les brasiers allumés au-dessus des mèches. Donc évidemment, les députés refluent à l'intérieur de la Convention pour éviter de se faire tirer dessus. Ils seront arrêtés, la plupart, et malheureusement, vont subir un sort funeste. Donc Blanqui, il fait partie des députés décrétés d'arrestation au mois d'octobre. Alors il écrit, pendant sa captivité, un opuscule qui est L'agonie de 10 mois. Il raconte donc que les conventionnels comme lui qui sont arrêtés sont d'abord enfermés dans un réduit qui conduit aux latrines, donc c'est pas très agréable. Ils restent jusqu'à la nuit, ensuite ils sont transférés au corps de garde du Palais National. À 2 h du matin, on les conduit à la chambre d'arrêt de l'hôtel de ville et le lendemain, à la force, au 6e étage, dans la prison, dans une chambre sans air, avec pour tout meuble le baquet destiné aux usages communs. Donc ils sont par terre, en fait, très mal installés, évidemment. Alors après, par la suite, on va essayer d'aménager un peu leur emprisonnement. Et ce qui est intéressant, il faut savoir que les prisonniers payent à ce moment-là. Ils payent 22 livres par mois pour frais de logement. Blanqui sera remis en liberté après le 9 Thermidor. Le 9 Thermidor, c'est le jour de l'arrestation de Robespierre.
qui est exécuté le lendemain, le 10 Thermidor, donc 9 Thermidor, 27 et 28 juillet 1794. Donc les députés girondins sont libérés et il va être réintégré comme conventionnel en juillet 1795. Alors en juillet 1795, on est dans la phase thermidorienne de la Convention, après le Thermidor, d'où le nom de thermidorienne. La Convention, en fait, si vous voulez, c'est une seule et même assemblée qui est divisée en 3 majorités. La Convention girondine jusqu'en juin 93, la Convention montagnarde de juin 93 jusqu'à juin 94, et après, de 94 à 95, la Convention thermidorienne, et après, c'est le Directoire. Par la suite, Blanqui s'est montré favorable au coup d'État de Brumaire, donc qui est le coup d'État qui va placer Bonaparte comme premier consul à la tête de la France. Je vous rappelle que l'Empire n'est proclamé qu'en 1804. Il va être élu au Conseil des 500, il va y rester jusqu'en 1797, et ensuite il sera nommé sous-préfet donc, de Puget-Théniers, et ensuite il revient à la vie privée après la Restauration. D'Abray, il est né en 1752 à Nice. Entre-temps, il est élu député à la Convention nationale. Comme Blanqui va être proscrit pour avoir suivi les Girondins, il va subir comme lui la captivité, etc. Même chose, libéré à la mort de Robespierre, élu au Conseil des 500. Il se prononce contre le royalisme. Il est favorable, lui aussi, au coup d'État de Brumaire. Donc, il va être député au corps législatif, désigné par le Sénat. Il va y siéger jusqu'en 1803. Après, il rentre à Nice où il meurt en 1841. Quant au dernier député des Alpes-Maritimes, Ruffin Massat, lui, c'est un Mentonnais. Il est né en 1742. C'est un homme de loi. Alors, au début, il connaît un parcours identique à celui des deux autres, puisqu'il suit les Girondins. Il est décrété d'arrestation comme eux. Il est également réintégré en l'an 4 au Conseil des 500. Je rappelle que sous le Directoire, il y a 2 assemblées. C'est la première expérience de bicaméralisme en France. Sous la Convention législative monarchie constitutionnelle en 1791, et puis sous la République, on avait une seule assemblée, la législative, puis la Convention. Avec le Directoire, on a 2 assemblées, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. En l'an 8, Ruffin Massat donc, va être appelé par le Sénat à représenter les Alpes-Maritimes comme député au corps législatif. Il sera membre de l'Institut. Ensuite, il rentre dans la vie privée en 1803 et il meurt à Nice en 1829. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette petite exposé vous aura plu. Et si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Je vais essayer en tout cas. Je ne prétends pas connaître toutes les réponses, mais voilà, merci de votre attention. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, s'il vous plaît. Pendant longtemps, l'armée française est restée bloquée sur le littoral. Et puis, petit à petit, elle a réussi à gagner des positions vers l'intérieur, tout en butant sur le verrou de Saorge. Je me souviens plus si ce verrou a été débloqué avant la campagne d'Italie ou après. Alors, il a été débloqué après la campagne d'Italie, parce qu'au départ, Bonaparte passe vraiment par Nice pour atteindre Turin, quand il va se livrer au pillage d'ailleurs des États de Piémont-Sardaigne, il va passer par le littoral encore. Donc effectivement, ça va durer très très longtemps. Et finalement, le verrou ne sera guère débloqué que après 1796. Le temps que déjà, parce que la paix est conclue en mai 1796, et il faut le temps que ça soit intégré par les populations. Donc voilà, ça se fera après. Mais ça va se faire progressivement, effectivement. Il faut savoir qu'on s'est battu sur les lignes frontières entre ce qui est maintenant la France et l'Italie, entre la province d'Imperia et le département des Alpes-Maritimes, jusqu'à des altitudes qui frôlent les 2000 mètres. Ah oui, c'est pour ça que les soldats n'étaient pas habitués. Ils avaient beaucoup de mal à supporter le climat. Donc, ça a été aussi un avantage pour les résistants. En effet. Alors bon, mon père est originaire d'un petit village qui faisait partie du comté de Nice, c'est Boggio, qui est un hameau de Pigne. Et bon, maintenant c'est un peu terminé, mais quand j'étais gamin, je me faisais traiter de Francesco di Coni, je n'ai pas besoin de traduire.
les vieux se rappelaient, par tradition, que c'était les troupes de Masséna qui avaient occupé toute la région et qu'ils n'avaient pas laissé un souvenir. Non, le souvenir était impérissable, mais il était pas idyllique, quoi. Dans la mesure où, dans un pays pauvre, le passage des armées, ben, ça. C'est toujours une catastrophe. Ah oui, c'est toujours assez catastrophique. On brûle, on pille, on viole et on mange tout ce on qui mange appartient. toutes les réserves, effectivement. On mange toutes les Et il réserves. reste encore des traces des fortifications de cette époque. Je ne sais pas si vous connaissez les cimes, le Montegrail, Peraveia, etc. Il y a des fortifications, c'est un peu comme celles du plateau tertiaire. Hein. Ce sont en fait des murs de pierre assez bas qui servaient de mini-redoutes pour retarder le passage de l'ennemi. Et quand on voit les endroits où ils ont été se battre, loin de tout, avec un équipement pour le Rudimentaire. sommaire, hein, c'est assez effroyable les qualités de résistance et d'endurance de ces gens, aussi bien les piémontais d'ailleurs, hein, qui souvent étaient recrutés dans les patelins pas très loin aussi, que les habitants, que les soldats français. Effectivement. Disons que les habitants locaux avaient l'habitude du climat. Donc ils étaient mieux préparés aux conditions. Et puis en plus, la connaissance du terrain était vraiment indispensable pour eux. Donc c'est vrai que la géographie, ça a été un vrai atout à ce moment-là, hein, en faveur des Piémontais. Ce qui a permis d'ailleurs aux Barbets de résister pendant longtemps. Ben, c'est pour ça que les Français sont restés vraiment au bord pendant très longtemps. C'était pas possible, finalement, d'aller plus loin. Et d'ailleurs, pour que Masséna puisse forcer ses verrous, il a eu la collaboration d'officiers locaux, hein, en particulier qui sont devenus généraux par la suite, le général Rusca, qui était originaire de la Brigue, et le général Tordeau de Tourette-le-Vence, qui étaient déjà relativement instruits. Hein. Un était médecin, l'autre, je crois, avocat ou autre chose, mais qui ont choisi l'aventure, la guerre, etc. Et qui ont, grâce à leurs connaissances, ont pu contourner, par exemple, le verrou de Saorge, etc. Donc, il y a eu une collaboration, en fait, mais je veux dire au sens noble, puisque ces gens-là étaient certes des aventuriers, mais ce n'est pas tellement les honneurs qu'ils recherchaient. Ils étaient sincèrement acquis aux idées nouvelles, des Lumières, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Et il y a une partie des Niçois, d'ailleurs les Barbets s'en sont pris à eux. Hein. Beaucoup de délégués, de responsables départementaux républicains ont été victimes des exactions, enfin, de la résistance des Barbets. Et ce qui fait qu'il y avait quand même une partie de la population niçoise, des notables en particulier, qui étaient favorables. Mais moins peut-être par patriotisme, mais par le fait qu'ils pouvaient acquérir, grâce à la nationalisation des biens du clergé, ils pouvaient acquérir assez facilement des propriétés intéressantes. Mais en tout cas, ça a permis effectivement une espèce d'amalgame qui a duré jusqu'en 1815. Après, il faut nuancer hein, en ce qui concerne l'acquisition des propriétés des biens du clergé, et c'était encore plus vrai à Nice, on acquérait avec quand même quelques réticences, parce qu'on avait peur de la punition divine. Donc au départ, hein, c'était difficile de vendre les biens du clergé. Alors évidemment, il y en a qui en ont profité, mais à Nice, il y avait encore cette réticence qui était aussi également très marquée. Donc il a fallu quand même du temps hein, pour que les choses s'enclenchent. Après, pour les biens des émigrés, là, il n'y avait aucun scrupule. Oui, alors moi, juste une petite remarque sur les trois cantons. Finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui... Les trois districts qu'aujourd'hui, sur le côté du Var, des Alpes-Maritimes, finalement, on a pratiquement la même organisation de communes, département, hein. c'est-à-dire Menton, la Carpe, Nice, la métropole, et puis les Puget-Téniers, enfin, je crois que c'est la communauté des Alpes du Var qui est enviolée. Donc, finalement, quelques 200 ans après, on n'a pas trop, à quelques communes près, on n'a pas trop évolué sur l'organisation du territoire. En sachant que notre héritage, là, c'est celui vraiment de 1860. Mais vous avez raison, on a reproduit à peu près la même chose. Ben, il faut dire aussi que finalement, c'est la géographie qui fait que on s'adapte aux réalités locales aussi. Oui, mais la géographie entre Nice et Oran, c'est pas forcément la même. Oui, c'est bien pour ça que j'ai une géographie verticale. C'est vrai, voilà, absolument. En fait, on suit pas mal les vallées, en fait. Oui, hein, c'est les vallées, là, oui. Voilà. Ça, c'est plus facile. Oui. Et c'est vrai que vous avez certaines localités qui étaient dans l'arrière-pays, comme entre autres, qui parlaient le français quand même sous domination sarde.
Et c'était compliqué parce que justement en raison de la géographie, les habitants passaient d'un territoire à l'autre. Alors ils n'avaient pas le droit, parce qu'en plus ils passaient parfois des marchandises, donc ils passaient en fraude des droits de douane, etc. Mais ils en avaient vécu, qui allait les chercher au milieu de la neige quand ils passaient par l'école. Ils connaissaient des planques. Hein. Ben voilà, donc C'était oui, puis après, l'Omerta. après il y a quelques vallées ou quelques villages. Je pense notamment à un spécialement, c'est le village de Roquestero, où un s'appelle Roquestero Grasse, l'autre Roquestero Puget, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est toujours pas partie de la même communauté de communes, et même a changé de nom, où là effectivement c'était le même village, le même bassin de vie, et chacun a choisi son camp. Ah, c'est vrai que ça a été des débats, des débats, effectivement, savoir où il fallait aller, ce qu'il fallait adopter, quoi choisir. Alors je suis moins au courant des débats actuels, mais j'imagine, oui, que c'est toujours compliqué. Mais là, il n'y a plus de question de nationalité. Tout le monde se reconnaît niçois ou en tout cas maralpin. Maralpin, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'était le lien entre ce moment-là et puis 1860. Alors, il n'y a pas vraiment de lien, si vous voulez. Donc, le département va rester français jusqu'à 1814-1815, sous la conquête napoléonienne. On reste français, on est administré par les Français, il n'y a pas de problème, ça reste le département des Alpes-Maritimes. Et puis, 1814, c'est la restauration sarde, avec le retour des Bourbons sur le trône. Napoléon, vous connaissez l'histoire, il s'enfuit d'abord à l'île d'Elbe. En fait, il est très bien installé à l'île d'Elbe. Pas trop surveillé là-bas. Pas trop surveillé, il a une petite cour avec ses fidèles, etc. Il est tranquille et tout. Et puis, aisément, ah oui, vraiment, c'est facile. Son bateau, ouais, c'est facile. Il arrive sans aucun secret à Golfe-Juan. Il commence à remonter toutes les Alpes, etc. Bon, voilà, jusqu'à Paris, la restauration, les 100 jours, etc. Première restauration, deuxième restauration. Les Français sont éliminés du comté de Nice. Le Piémont-Sardaigne récupère le comté de Nice jusqu'en 1860. Parce que en fait, c'est la guerre avec l'Autriche et Napoléon III va faire l'objet d'un attentat, et donc il y a des négociations avec les Autrichiens, etc. Et dans les négociations, on met à plat, et c'est Napoléon III qui va réclamer la rétrocession, si l'on peut dire, du comté de Nice et de la Savoie. Et donc c'est à ce moment-là, par le traité qui va être conclu en 1860, qui va établir la frontière, que le comté de Nice comme la Savoie sont réintégrés à la France. Et on reprend exactement le département comme... C'est pratiquement le même. C'est pratiquement le même, et la Savoie en plus, où il n'y a pas beaucoup de différence en réalité. Parce qu'actuellement, le département des Alpes-Maritimes est quand même plus développé sur la gauche. Oui, c'est l'arrondissement de Grasse. C'est l'arrondissement de Grasse. Voilà. Et sans compter qu'en 1947, il y aura aussi Tende et la Brigue qui seront rajoutés. Ouais. Oui, mais ça c'est après. Ça c'est après. Mais voilà, ce qui explique que ce n'est pas la même On configuration. a failli annexer Monaco. La failli. Ah, oui. Oui, mais comme c'est qu'un rocher. Bon, en même temps, pas mal ce rocher. Et ça, on ne le savait pas à ce moment-là. On ne le savait pas à ce moment-là, c'est vrai. Même si les Grimaldi ont une ancienne histoire, mais effectivement. D'autres questions? J'en aurais, mais je ne suis pas capable de discuter après 19 heures. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Merci infiniment. Quelques mots là, s'il vous plaît. Je vais profiter de l'attention captive pour annoncer nos prochaines prestations. Le 12 octobre, alors ça sera à Garibaldi bien sûr, c'est Madame Lacroix-Ris qui nous parlera de la non-épuration en France à la Libération. Alors le 19 octobre, nous avions prévu une conférence avec Monsieur Pénaruis qui devait évoquer, si vous voulez, comment lutter contre le racisme et la xénophobie. Malheureusement, il est